Merci. Merci aux amis du monde diplomatique, merci à l'association France-Palestine et à la CAT de m'avoir invité. Je précise simplement que j'ai été rédacteur en chef du monde diplomatique et qu'aujourd'hui je dirige un journal en ligne qui s'appelle Orient 21, qui suit l'actualité du Proche-Orient et du Maghreb depuis 4 ans maintenant de manière quotidienne et qui consacre une place aussi relativement importante à la Palestine. J'ai envie de commencer aujourd'hui sur un anniversaire qui est le centenaire de la déclaration Balfour, qui a été célébré, si on peut dire, le 2 novembre 2017, c'est-à-dire 100 ans après la signature de cette déclaration, parce que, d'une certaine manière, vous savez, les conflits, c'est très difficile de dater quand ils commencent. Ici, on a vraiment une date de naissance, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, de s'en souvenir, parce que cette décision qui a été prise il y a maintenant un siècle continue à peser sur l'évolution de la région, évidemment sur la situation des Palestiniens. Alors qu'est-ce que c'est cette déclaration Balfour? C'est une déclaration signée par le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, adressée à Lord Rothschild, qui était un juif britannique sioniste. Je rappelle, et je reviendrai là-dessus, que les juifs sionistes au Royaume-Uni étaient une toute petite minorité des juifs, et dans laquelle le Royaume-Uni dit qu'il s'engage à favoriser l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. La formulation est ambiguë, parce qu'un foyer national, personne ne sait ce que c'est, mais c'était important, et peut-être encore plus important, c'était de dire que cette déclaration ne devait pas mettre en cause les droits politiques et civiques des minorités non juives. C'est-à-dire que la population palestinienne, arabe, chrétienne et musulmane n'était pas définie de manière nationale, mais était définie simplement comme des minorités non juives, ou des populations non juives. Ce qui indiquait déjà très clairement la vision coloniale, c'est-à-dire que les populations autochtones n'étaient pas considérées comme des populations majeures, comme des populations ayant un droit, mais comme des populations qui devaient être soumises. Alors il faut replacer cette déclaration dans cette date de 1917, on approche de la fin de la Première Guerre mondiale, et l'avenir du Proche-Orient arabe, c'est-à-dire ce qui s'étend en gros de l'Égypte à l'Irak, était en question parce que jusqu'à présent, depuis plusieurs siècles, cet ensemble avait été contrôlé par l'Empire ottoman, qui est un empire turc, un empire qui a pris position durant la Première Guerre mondiale en faveur de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, et qui est en train de perdre la guerre. Et que les Français et les Britanniques, avec aussi les Russes et les Italiens, mais de manière moins importante, avaient décidé de se partager le Proche-Orient. Aujourd'hui, ça apparaît assez étonnant, ou en tous les cas scandaleux, que des puissances étrangères puissent comme ça découper une région, se répartir les pays, mais c'était, il faut le rappeler, on était en pleine période coloniale, où les empires coloniaux français et britanniques étaient à leur apogée, et où le colonialisme était considéré comme un phénomène normal. On devait amener les populations de ces pays colonisés, ces populations étaient considérées comme des populations mineures. Donc, c'est dans ce cadre que les Français et les Britanniques, à l'époque, se livrent une lutte, pas militaire, mais politique et diplomatique assez farouche, parce que chacun a des ambitions dans cette région. Pourquoi cette région est importante? Elle est importante à l'époque pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une région stratégique, c'est-à-dire c'est un carrefour du commerce international, notamment par l'existence du canal de Suez, qui d'une certaine manière, contrôle tout le commerce entre l'Europe et l'Inde. Et c'est particulièrement important pour le Royaume-Uni, qui contrôle l'Inde à l'époque. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que depuis le début du siècle, on a trouvé le pétrole, et que le pétrole joue un rôle grandissant. Il ne joue pas le rôle qu'il va jouer plus tard, mais quand même grandissant. Et il a joué un rôle, notamment
durant la Première Guerre mondiale, avec le développement d'une marine qui fonctionne au pétrole, si on peut dire, avec le développement des chars d'assaut, etc. Donc, les Français et les Britanniques vont se disputer le contrôle de la région. Il va y avoir un partage qui va subir beaucoup de modifications. La France va contrôler ce qui est aujourd'hui la Syrie et le Liban, et les Britanniques vont prendre le contrôle de l'Égypte qu'ils avaient déjà, de l'Irak et de ce qui deviendra la Jordanie. Reste la Palestine, et la Palestine est très importante parce que quand vous regardez une carte, c'est le flanc est du canal de Suez. C'est-à-dire, qui contrôle la Palestine, contrôle d'une certaine manière le canal de Suez. Et que les Britanniques ont une crainte, c'est qu'il y ait une puissance concurrente, la France, qui puisse avoir une influence là-dedans. Alors qu'au départ, ce qui était prévu, c'était un partage entre la France et les Britanniques de la Palestine. Finalement, c'est les Britanniques qui vont obtenir la Palestine. Et ils vont l'obtenir à travers un système qui est important à rappeler, c'est le système des mandats. C'est-à-dire, vous savez qu'après la Première Guerre mondiale, il y a la Société des Nations qui se crée. Le colonialisme, quand même, commence à être un peu discrédité internationalement. Les États-Unis, avec le président Wilson, ont pris position pour une forme d'autodétermination des peuples. Donc, plutôt que de dire on va prolonger la présence coloniale, il y a l'idée qu'on va donner des mandats. Qu'est-ce que c'est des mandats? C'est-à-dire que la Société des Nations délègue à des puissances européennes, évidemment, le devoir de diriger un certain nombre de pays que sont donc le Liban, la Syrie, l'Irak, etc., pour amener ces peuples à l'indépendance, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas majeurs et qu'ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Mais le cas de la Palestine va être particulier parce que, justement, à cause de cette déclaration Balfour, où, alors que dans les autres pays, d'une certaine manière, même si c'est à échéance lointaine, on considère que les peuples de cette région vont devoir accéder à l'indépendance, là on tombe dans quelque chose de différent, puisque en Palestine, on ne considère pas le peuple palestinien comme un peuple qui a accès à l'indépendance, ou qui peut avoir des droits politiques, mais simplement comme des minorités dont il ne faut pas mettre en question les droits civiques et politiques. Les droits civiques surtout. Donc, et c'est ce qui fait la différence entre le mandat sur la Syrie et le mandat sur la Palestine, c'est qu'à l'issue du mandat sur la Syrie, les Syriens vont obtenir l'indépendance. À l'issue du mandat sur la Palestine, il n'y aura pas d'indépendance parce que le mandat lui-même ne considère pas les Palestiniens comme pouvant accéder à l'indépendance. Alors ça m'amène à dire un mot sur effectivement ce mouvement sioniste, d'où il est né. Alors bon, je veux dire, le sionisme a une histoire très complexe et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais disons c'est un mouvement qui est né à la fin du 19e siècle, qui est un mouvement qui a une influence dans un certain nombre de milieux, notamment en Europe de l'Est et en Russie tsariste, parce qu'il y a une oppression particulièrement forte des Juifs dans ces pays, et parce qu'il y a un regroupement des Juifs qui ont une langue qui s'appelle le Yiddish, qui est une langue dérivée, disons, de l'allemand, et il y a une forme de conscience nationale, comme il y a dans d'autres nationalités d'ailleurs en Europe de l'Est. Mais la différence, c'est que les sionistes ne demandent pas l'indépendance ou les droits, une autonomie pour les populations juives, ils demandent quelque chose qui est l'idée de créer un État juif, mais de le créer en Palestine. Et les Britanniques vont considérer que le mouvement sioniste peut être un très bon allié pour eux, parce que justement, ce mouvement sioniste, pour s'installer en Palestine, va dépendre de l'aide britannique et va constituer, en tous les cas jusqu'en 1939-40, un auxiliaire très important de la présence britannique. Même si après il y aura des conflits entre les Britanniques et les sionistes pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir.
Ce qui est important à noter à ce stade, c'est que ce mouvement sioniste ne représente pas même une fraction importante des Juifs dans le monde. Et je crois que ça c'est très important aujourd'hui, où notre président de la République explique que être antisioniste, c'est quasiment être antisémite camouflé. Il est important de répondre que en 1920, la grande majorité des Juifs est hostile au sionisme. Alors, l'hostilité, elle est diverse, elle a des bases différentes. Il y a d'abord les Juifs qui se considèrent comme des citoyens français, britanniques ou autres, et qui ne veulent pas d'un État juif. Ils le veulent d'autant moins qu'ils ont peur, notamment si j'ai dit tout à l'heure que les Juifs britanniques, dans leur majorité, étaient hostiles au mouvement sioniste. Ils ne veulent pas parce que les Juifs ont acquis en Europe de l'Ouest les droits pleins et entiers, même s'il reste des formes d'antisémitisme encore très fortes, et ils ont peur que d'une certaine manière la création d'un État juif jette une suspicion sur eux en disant qu'il existe une double loyauté. Est-ce qu'ils sont loyaux à la France, au Royaume-Uni, ou est-ce qu'ils sont loyaux à l'État d'Israël? Donc ça c'est la première opposition. La deuxième opposition aussi, elle est importante, elle vient des Juifs religieux, c'est-à-dire que dans la religion juive, l'État, la reconstitution d'un État juif ne peut venir qu'avec la venue du Messie. Et comme le Messie n'est pas là, ils pensent que les sionistes, qui d'ailleurs ne sont pas des gens religieux, ne sont pas fiables. Troisièmement, il y a tous les Juifs qui, dans cette période, jouent un rôle relativement important dans les mouvements révolutionnaires de gauche, socialistes ou communistes, et qui pensent que la libération des Juifs face à l'oppression réelle qu'ils subissent, notamment en Europe de l'Est, elle passe par un combat commun contre l'oppression, l'impérialisme, etc. Il y a enfin un autre mouvement dont je ne dirais, enfin, je ne vais pas, qui s'appelait le Bund, qui était le parti des ouvriers juifs, polonais et russes, je crois, qui est un mouvement qui a joué en Europe de l'Est un rôle très important, qui pensait que les Juifs formaient avaient une forme d'identité collective, mais que leur libération devait se faire sur place, c'est-à-dire en Russie par le renversement d'un pouvoir oppressif, et dans les autres pays, la même chose, c'est-à-dire par revendiquant les droits élémentaires politiques. Et puis, il y a la grande majorité des Juifs qui n'étaient pas politisés, et qui ont, comme je dis, voté avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'à partir de 1881, la Russie tsariste multiplie les pogroms anti-juifs, et une vraie oppression, je veux dire, qui est très dure contre les Juifs, et ce qui va susciter une immigration très forte des Juifs d'Europe de l'Est et de la Russie tsariste. Et disons, dans la période de 1881 à 1925, il va y avoir en gros 4 millions de Juifs qui vont aller vers la vraie Terre Sainte, qui sont les États-Unis. Ce que font d'ailleurs à l'époque l'essentiel des immigrés qui veulent quitter l'Europe, que ce soit les Irlandais, les Polonais, etc. Et pour tout le monde, les États-Unis sont la terre promise. Pendant cette période où il y a 4 millions et quelques de Juifs qui vont aux États-Unis, l'immigration en Palestine est de quelques dizaines de milliers. Elle est très faible. Alors, à partir de la fin des années 20 et des années 30, elle va se développer pour 2 raisons. Évidemment, la montée en flèche, enfin la montée en puissance du nazisme, et puis la prise de pouvoir par Hitler en 1933. Mais l'autre élément qu'on ne rappelle pas, c'est qu'à partir des années 20, les Européens, et surtout les États-Unis, vont se fermer à toute immigration étrangère, et notamment aux immigrations juives. C'est-à-dire qu'il va y avoir des restrictions qui, aux États-Unis, vont durer jusqu'en 1965. C'est-à-dire que les Juifs qui veulent fuir l'Allemagne nazie n'ont pas tellement le choix. Alors certains vont essayer l'Amérique latine, d'autres vont essayer l'Europe, mais comme j'ai dit, l'essentiel visait les États-Unis, et en fait, les États-Unis vont être fermés, et c'est une des raisons pour lesquelles ils vont aller en Palestine. Entre 1920, 23 ou 22, c'est le mandat britannique sur la Palestine, et 1939, en fait, il va y avoir une immigration importante des Juifs en Palestine, favorisée par les Britanniques, et c'est
cette immigration va se heurter à une opposition de plus en plus importante des Palestiniens. C'est-à-dire, on dit le sionisme est un mouvement colonial, ce que je crois être vrai, mais quand on parle de colonie, il y a une ambiguïté sur le terme. Il y a deux types, si je peux dire, de colonisation. L'essentiel de la colonisation a été une colonisation de contrôle, c'est-à-dire le Royaume-Uni contrôlait l'Inde avec quelques milliers de soldats et quelques dizaines de milliers de fonctionnaires locaux. L'essentiel de la colonisation, c'est ça. Et puis, il y a la colonisation de peuplement, ce qui est tout à fait autre chose, c'est-à-dire qui a commencé en Amérique du Nord d'une certaine manière, mais qu'on a connu en Australie, qu'on a connu en Nouvelle-Zélande, qu'on a connu en Algérie, qu'on a connu en Afrique australe, dans les colonies portugaises, etc., où il y a une installation massive de colons. Et c'est cette forme de colonisation qui se met en place en Palestine, dont je veux dire, indépendamment de la volonté des uns et des autres, la réalité, c'est que ce type de colonisation ne peut amener qu'à l'expulsion des populations locales. Et petit à petit, par l'achat des terres, par l'expulsion des travailleurs ou des paysans palestiniens de leurs terres, il va y avoir, petit à petit, on va pousser dehors les Palestiniens. D'abord dehors du travail, dehors de la société, et ensuite, après la guerre, on va les pousser dehors très, très concrètement. C'est d'autant plus vrai qu'à partir des années 20, le mouvement sioniste en Palestine développe un mot d'ordre qui, aujourd'hui, je veux dire, si on le disait comme ça, ne peut apparaître qu'antisémite, c'est-à-dire il faut développer le travail juif. Le travail juif, c'est quoi? C'est remplacer les travailleurs arabes par des travailleurs juifs. Ce qui d'ailleurs va se heurter au départ à beaucoup de problèmes, parce que beaucoup de propriétaires ou de fonciers juifs n'ont pas du tout envie d'embaucher des juifs pour deux raisons. D'abord parce que les immigrés juifs ne savent pas cultiver la terre, et puis parce qu'ils coûtent beaucoup plus cher que les travailleurs arabes. Mais il va y avoir une pression politique qui est vraiment très dure, qui petit à petit va amener à la création d'une classe de paysans expulsés de leurs terres, qui n'ont pas de travail, qui vont petit à petit résister, et cette résistance va culminer en 1936 dans ce que les Palestiniens appellent la Grande Révolte, qui va durer 3 ans, qui va être d'abord politique, grève et politique, et qu'ensuite qui va être militaire, et qui va aboutir, c'est important parce que ça explique un peu ce qui va se passer ensuite, à un écrasement du mouvement national palestinien de ses leaders, une liquidation en partie physique des cadres palestiniens, une expulsion des autres qui sont arrêtés, qui sont envoyés, qui sont déportés, etc. Et qui fait qu'en 1939, le mouvement national palestinien a été décapité par cette alliance entre les sionistes et les Britanniques. Et c'est aussi le moment où pratiquement l'État d'Israël est déjà créé, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le Yishuv, c'est-à-dire la communauté juive en Palestine, est constituée en force politique, en force économique, et avec l'aide des Britanniques entre 1936 et 1939, crée un vrai appareil militaire au moment du plan de partage de la Palestine, qui va permettre effectivement la victoire d'abord des milices sionistes et ensuite de l'armée d'Israël contre les Arabes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est vraiment ce caractère colonial qu'a eu la colonisation sioniste, qui s'est fondée sur l'expulsion des populations palestiniennes. Cette installation d'Israël se fait sur une injustice fondamentale, qui est une injustice coloniale. Une nation a offert à une nation, les Britanniques, ont offert à une deuxième, les Juifs, le territoire d'une troisième. Et c'est important de rappeler ça parce que, quelle que soit la solution qu'on trouvera ou qu'on ne trouvera pas à ce conflit israélo-palestinien, cette injustice fondamentale est à rappeler. C'est pas seulement une question de principe, il y a eu une injustice qui a été faite aux Palestiniens, et cette injustice, elle dure en fait depuis plus d'un siècle aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle est particulièrement condamnable.
C'est-à-dire, ça fait un siècle. Et vous savez, des fois, je dis aux gens, vous savez, le conflit, il a commencé, la Russie était sous l'empire tsariste, il y avait un empire austro-hongrois, il y avait l'empire ottoman, enfin, je veux dire, dans un monde totalement différent, le monde a changé 10 fois depuis, il y a eu l'accession des pays à l'indépendance nationale, il y a eu la guerre froide, l'Union soviétique, etc. Et malgré ça, ce problème des Palestiniens demeure. Deuxième partie de mon intervention qui porte plus sur la situation actuelle. 67, c'est un point tournant. C'est un point tournant non seulement dans la politique française, mais c'est un point tournant dans l'histoire de la question palestinienne, puisque à l'issue de ce qu'on appelait la guerre des 6 jours, mais qui a été la guerre israélo-arabe, Israël a conquis tout le territoire historique de la Palestine, c'est-à-dire ce qui était la Palestine sous mandat, c'est-à-dire les territoires israéliens, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Ce rôle de la France, il a été impulsé en juin 1967 par le général de Gaulle. Et je voudrais dire un mot, et c'est important à comprendre parce que la crise de 1967 va faire de l'affaire israélo-arabe, et puis après qu'on appellera israélo-palestinienne, une affaire française. C'est la première fois, non pas qu'on discute des problèmes, il y a eu en 1947-1948 un grand mouvement de solidarité en France avec Israël, d'autant plus important que, comme vous savez, l'Union soviétique avait approuvé le plan de partage, donc le Parti communiste, qui était une des grandes forces politiques, a approuvé ce plan de partage, et donc a participé à ce mouvement de solidarité avec Israël, donc il y avait très peu de forces contre. En 1956, au moment de l'affaire de Suez, là, les choses sont plus compliquées, puisque le Parti communiste s'oppose à cette guerre, et il y a aussi quelques autres forces qui s'opposent à cette guerre, mais disons, à partir en 67, il y a le problème se pose différemment parce que la question palestinienne va venir au centre, et puis parce que le conflit ne va plus disparaître de la scène politique française pendant 50 ans. Alors bien sûr, il va y avoir des hauts et des bas en fonction des guerres, de ce qui se passe là-bas. Il va y avoir 67, il y a la guerre d'octobre 73, le siège de Beyrouth, la première intifada, la seconde intifada, etc. Mais quand même, c'est important de rappeler que ça fait 50 ans que c'est la seule affaire de politique internationale qui est d'une certaine manière une affaire politique intérieure française aussi, et qui mobilise l'opinion française dans un sens ou dans un autre. Il y a eu d'autres choses sur lesquelles les gens ont pu se mobiliser, le Chili, l'Afrique du Sud, etc., mais sur des périodes beaucoup plus courtes. Là, c'est quand même quelque chose qui dure depuis 50 ans. Sur cette position française, il faut rappeler que la position que va prendre le général de Gaulle est d'autant plus étonnante que dans les années 50, l'alliance franco-israélienne est une alliance stratégique. C'est-à-dire la France a armé Israël, la France a donné l'arme nucléaire à Israël, la France a fait la guerre de 1956 contre l'Égypte et Nasser avec Israël, donc c'est quelque chose d'important. Et même si, après 1962, la fin de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle décide qu'il faut distendre un tout petit peu les relations avec Israël, développer les relations avec les pays arabes, quand même, ce qui reste, c'est la relation bilatérale franco-israélienne. Et là, il faut rappeler aussi que la guerre Israël va gagner la guerre grâce au mirage français. À l'époque, l'armée israélienne a très peu d'armes américaines. L'essentiel de l'armement reste, en 1967, l'armement français. Donc c'est dans ces conditions que éclate la crise de juin 1967, qui va susciter, là aussi, une formidable mobilisation en faveur d'Israël. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose dont on ne mesure pas, enfin, pour les gens de ma génération, oui, parce qu'ils l'ont vécu, mais pour les autres, on ne mesure pas à quel point on a une mobilisation qui est à la fois politique et médiatique en faveur d'Israël. Politique parce que pratiquement toutes les forces politiques, y compris une partie importante des gaullistes, manifestent pour Israël.
la seule force politique importante contre, c'est le Parti communiste. Et il y a aussi un certain nombre de groupes gaullistes ou des groupes comme Témoignages chrétiens ou d'autres qui s'opposent à cette chose. Et les médias qui, alors, s'en donnent à cœur joie dans le soutien à Israël, et il faut le dire, je veux dire, le racisme anti-arabe. Je veux dire, on a retrouvé pour ce livre des citations de la presse française concernant les Arabes. Je vous promets que même le Front National aujourd'hui n'ose pas écrire des choses comme ça. Alors pourquoi il y a cette espèce d'émotion réelle, populaire en faveur d'Israël? Je pense qu'il y a deux éléments qui jouent de manière importante. Évidemment, parce que toujours la question israélo-palestinienne est vue à travers le prisme de la question du judaïsme, et qu'on est 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la découverte des camps d'extermination, etc., et que, effectivement, ça pèse très lourdement sur la conscience des gens. Et il y a l'idée quand même qu'Israël peut perdre la guerre, et que si elle perd, ça sera un nouvel holocauste. Tout le thème des médias, c'est les Arabes préparent un nouvel holocauste contre Israël. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on est en 1967, c'est 5 ans après la fin de la guerre d'Algérie, et qu'il y a une partie de l'opinion qui est voit dans la victoire israélienne la revanche de la guerre d'Algérie. Et il faut rappeler qu'à l'époque, l'extrême droite est relativement puissante, Tixé-Billancourt a fait un nombre relativement important de voix à l'élection présidentielle. Il y a vraiment un courant de sympathie. Sur l'extrême droite, laissons, parce que c'est pas très intéressant, je veux dire, on sait sur ce racisme anti-arabe, il existe, il a existé, il existe aujourd'hui sous de nouvelles formes, ou bien de racisme anti-arabe ou d'islamophobie. Mais il y a un autre élément qu'il faut bien comprendre et qui, évidemment, pèse sur les consciences, c'est la question, ce que j'appellerais la question juive. Et je donne comme exemple, évidemment, Jean-Paul Sartre, parce que c'est une figure très importante. On le met en scène dans le livre en une discussion entre lui et Maxime Rodinson, qui est un grand orientaliste, lui-même d'origine juive, et qui a écrit un article dans la revue des temps modernes qui s'appelle « Israël fait colonial ». Et Sartre fait la préface de ce numéro spécial des temps modernes consacré au conflit israélo-arabe, et il explique très bien, je veux dire, ses propres contradictions. Il dit, nos amis arabes nous expliquent qu'ils ne sont pas antisémites, mais qu'ils sont anti-israéliens, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de penser que les Israéliens sont aussi des Juifs. Et Sartre, qui a pris les positions les plus anticoloniales, vraiment les plus courageuses, c'est-à-dire qui a préfacé le fameux livre de Fanon sur les damnés de la terre, qui pendant la guerre d'Algérie a eu des positions extrêmement courageuses, etc. Sur cette question, il va être très longtemps incapable de prendre une position. Même si à la fin de sa vie, alors là, bon, c'est plus difficile à la fin de sa vie parce qu'il est entouré par des gens qui sont proches des groupes maoïstes, il va aller jusqu'à estimer que l'attaque contre les Jeux Olympiques de Munich est une attaque politique, enfin, justifiée, mais je dirais, là, il est vraiment, enfin, à mon avis, il est sous influence et il n'est pas... Mais cette contradiction, elle est importante pour nous à la comprendre parce que c'est un des problèmes auxquels on se heurte dès qu'on parle de la question israélo-palestinienne. C'est cette question juive. Et c'est aussi, enfin, elle relève à la fois d'une méconnaissance réelle de ce qu'est le sionisme et du fait, comme j'ai dit, que ça a été un mouvement longtemps minoritaire, mais en même temps, le génocide des Juifs, ça fait partie de notre histoire européenne, et c'est évident qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. La voix de la France n'a pas été entendue. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Que De Gaulle va prendre une position
qui est réellement, quand on regarde, étonnante de lucidité. Pourquoi il la prend? Alors d'abord, c'est important de dire De Gaulle n'est pas un anti-israélien, ce n'est pas un antisioniste. Il a une grande admiration pour l'État d'Israël, pour ses réalisations. Mais dans la période qui précède la guerre, il rencontre les dirigeants israéliens, les dirigeants arabes, et il leur dit « ne tirez pas les premiers ». Et comme vous savez, en fait, la guerre va être déclenchée par une attaque israélienne. Et on montre la une de François, qui est à l'époque, je dirais à l'époque, les médias, c'est la presse écrite. C'est-à-dire, il faudra attendre les années 80, 70 pour que ça passe à la radio et ensuite à la télévision. Mais dans les années 60, un journal comme François tire à 1 million d'exemplaires. Il a 10 éditions dans la journée. Qu'on a reproduite, c'est les Égyptiens attaquent Israël. Alors on sait que c'est faux, mais c'est pas que le journaliste a voulu mentir et cacher quelque chose. Simplement, il y a une dépêche, effectivement, qui arrive de Tel Aviv et qui disent les Égyptiens ont attaqué. Et on est tellement convaincus à l'époque que les Arabes mentent et qu'Israël dit la vérité que François va reproduire cette une. La seconde édition, ils vont la supprimer en disant simplement les combats commencent. Mais c'est quand même une indication de je dirais, de l'atmosphère qu'il y a en France. Donc, De Gaulle dit ne tirez pas les premiers, et quand Israël tire le premier, il va prendre ses distances à l'égard d'Israël, et il va le faire notamment dans une conférence très célèbre, qu'on met aussi en scène, qui est une conférence qu'il a fait il y a juste 50 ans, 50 ans et un jour. C'est le 27 novembre 1967, qui est la première grande conférence qui donne sur le conflit israélo-palestinien. La conférence dont tout le monde a retenu, où il parle, les Juifs, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, qui a fait dire De Gaulle est antisémite, etc. Une espèce de préscience comme ça de ce qui va se passer dans les années qui suivent. C'est-à-dire que cette occupation ne peut donner lieu qu'à des formes de résistance, et que Israël va qualifier ces résistances de terrorisme. Et juste un élément pour montrer quand même que malgré tout ça, De Gaulle a une sympathie pour Israël. Par exemple, il organise un embargo sur les armes à l'égard d'Israël, mais il continue à livrer les pièces de rechange au Mirage. Donc, et en fait, il va arrêter en 69 après l'attaque israélienne contre l'aéroport de Beyrouth, où Israël détruit la flotte civile de Beyrouth, donc le Liban proche de la France. À ce moment, il va couper toute forme d'aide, mais simplement pour montrer que ce n'est pas une position idéologique, c'est simplement l'idée que Israël entraîne la région dans une spirale dont on ne se sortira pas. Parce qu'il avait raison, puisque 50 ans après, on n'en est toujours pas sorti. Mais ce qui est important, c'est que cette position, qui est prise, comme j'ai dit, contre la classe politique française, contre une partie de ses amis, va d'une certaine manière déterminer pour les 30 années suivantes la politique de la France. Et les successeurs divers de Gaulle, sous des formes diverses, c'est-à-dire c'est vrai aussi bien de Pompidou, qui était son héritier d'une certaine manière, que de Giscard d'Estaing, qui n'était pas du tout son héritier, était considéré même comme un des dirigeants les plus pro-israéliens français, que ensuite Mitterrand, qui était aussi considéré comme pro-israélien, vont pour des raisons différentes et sous des formes différentes inscrire la politique française dans ce refus de l'occupation. Et qui va aboutir, ce qui n'était pas le cas sous De Gaulle, parce que sous De Gaulle, la question palestinienne n'était pas encore une question centrale. Il a fallu la guerre de 67 pour qu'on voit surgir les organisations, enfin, pour qu'on voit s'affirmer les organisations de fidayines palestiniens, que la revendication palestinienne avance. Et ce qui est très important à dire, c'est que, disons, dans cette période qui va jusqu'à la victoire de François Mitterrand, il va se créer une doctrine française qui est non pas plus simplement le retrait d'Israël des territoires qu'il a occupés en 1967, mais la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien, du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, et la nécessité de négocier avec l'OLP. Et cette position
qui, dans le monde occidental, est une position très isolée de la France, petit à petit va devenir la position de l'Europe. Et ça va se traduire notamment en juin 1980, quand la communauté économique européenne, c'est pas encore l'Union européenne, qui comporte à l'époque seulement 6 États, va adopter la déclaration de Venise, c'est la première question sur laquelle l'Europe, en tant qu'entité, prend position en termes internationaux, en disant il n'y a pas de solution au conflit de la région sans reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens et sans négociation avec l'OLP. Donc on est en 1980, à l'époque, vous savez, depuis 1977, Begin et la droite israélienne ont gagné les élections, et Menachem Begin fait une déclaration pour dire, cette déclaration de Venise, en fait, l'Europe nous demande de négocier avec les SS arabes. Et c'est la position un peu de président Reagan à l'époque. C'est pour montrer que c'est à contre-courant, mais petit à petit, cette idée qu'il n'y a pas de solution en dehors de la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens, en dehors de la négociation avec l'organisation représentative des Palestiniens, elle va petit à petit faire son chemin pour aboutir aux accords d'Oslo. Le principe que la France a été au départ seule à défendre se sont imposés comme les principes de la communauté internationale. Ce qui montre que quand on a une position politique affirmée, qu'on se bat dessus, et qu'en plus elle se fonde vraiment sur le droit international, on peut faire progresser les choses. Je vais terminer sur un peu l'inflexion de la politique française. Officiellement, il n'y a pas de changement de la politique française. Depuis De Gaulle, enfin en tous les cas depuis des dizaines d'années, c'est de dire d'un côté, nous dénonçons la colonisation, nous sommes pour le retrait israélien des territoires occupés, y compris Jérusalem, et nous sommes pour la création d'un État palestinien. Et quand vous discutez avec des diplomates français, ils vous disent « mais non, on n'a pas changé de position, on a exactement les mêmes ». La conséquence, je dirais, la plus négative des accords d'Oslo, à mon sens, c'est d'avoir fait croire que, d'abord, que la question était pratiquement résolue, et deuxièmement, qu'on était dans une situation où il y avait deux peuples sur le territoire historique de la Palestine, et qu'il fallait qu'ils arrivent à une entente, qu'il y avait des extrémistes dans les deux camps, et que, bon, il fallait essayer de faire qu'ils discutent entre eux. En oubliant que le fait que les accords d'Oslo n'ont pas supprimé le fait qu'il n'y a pas deux interlocuteurs égaux. Il y a un occupant et un occupé. Il y a un fort et un faible. Et je dirais même avec le développement, notamment depuis les années 2000, l'arrivée au pouvoir en Israël de groupes non seulement de droite, mais d'extrême droite. C'est un gouvernement dans lequel on peut considérer que Netanyahou est un centriste. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait le processus de paix, c'est un processus éternel et pas de paix. C'est-à-dire on négocie. Et Israël a intérêt à ce que les négociations aient lieu, parce que plus il y a de négociations, moins il y a de pression sur eux. Aucune direction palestinienne, même Mahmoud Abbas, qui est aujourd'hui le dirigeant le plus modéré et qui, à mon avis, serait prêt à beaucoup de compromis, n'est pas prêt à accepter le maximum de ce que ce gouvernement israélien est prêt à donner. Et là, l'ensemble de la communauté internationale, et pas seulement la France, mais évidemment les États-Unis, font comme si, oui, on pouvait aboutir. Netanyahou, il négocie absolument de bonne foi. Il pense de bonne foi que la Cisjordanie, c'est Eretz Israël. Donc, je veux dire, il négocie à partir de ce principe. Si on ne se met pas d'accord sur à partir de quoi on négocie, vous avez une situation où, je dirais, de blocage. La France fait comme si il suffisait d'appeler aux négociations, alors que parallèlement, et ce qui est aussi nouveau par rapport aux positions précédentes des gouvernements, les relations bilatérales entre la France et Israël se développent comme si la question palestinienne n'existait pas. C'est jamais les relations, sans doute depuis 1956, n'ont été aussi étroites économiquement, politiquement avec Israël. Le 7 décembre, pour la première fois, Netanyahou va être reçu par les 27 chefs d'État de l'Union européenne. Israël a obtenu, avec l'appui de la France, notamment de notre ex-ministre Bernard Kouchner, on a upgradé, je ne sais pas comment, le statut d'Israël, et il dispose de prérogatives
dont ne dispose aucun État en termes d'aide, notamment dans le domaine scientifique et technique, d'aide économique, etc., etc. Ce qui est le plus scandaleux aujourd'hui dans la position française, c'est non seulement qu'elle a abandonné tout leadership diplomatique réel en faisant en osant proposer des choses qui iraient à l'encontre du gouvernement israélien, donc elle est vraiment dans une situation de capitulation, si je peux dire, diplomatique, et ça, en même temps, elle est même dans un discours, et là, la première fois, nous savions que Valls, quand il était Premier ministre, avait multiplié les déclarations pour dire que l'antisionisme, c'était une forme camouflée de l'antisémitisme, mais Hollande ne l'avait jamais dit, et là, on a eu Valls, lors de la visite de Netanyahou pour les cérémonies du Veldiv, a dit la même chose. Non seulement ça, mais on a un gouvernement français qui, sur le plan européen, est un des plus acharnés à criminaliser le mouvement boycott des investissements en sanctions, qui est un mouvement politique pacifique qui demande simplement des sanctions contre un État qui, selon lui, et à mon avis a raison, viole le droit international. Et non seulement le gouvernement français refuse de prendre des initiatives qui iraient dans le sens d'une solution, mais il bloque la société civile qui voudrait se mobiliser sur ces questions. C'est-à-dire que la France pourrait jouer un rôle, si elle le voulait, au Proche-Orient, mais pour ça, elle a besoin de prendre des positions indépendantes. En 1967, où la grande majorité des médias soutient Israël, et les années 80-90, il y a eu un changement fondamental. En 1982, au moment de l'attaque israélienne contre Beyrouth et le siège de Beyrouth, globalement, les médias sont, entre guillemets, pro-palestiniens. Parce que, d'ailleurs, des fois, j'ai dit, vous savez, c'est pour une raison simple, parce que quand vous êtes journaliste sur place et que vous avez les gens qui vous bombardent à Beyrouth, vous avez peu de sympathie pour les gens qui vous lancent une bombe. Et puis, il y a eu la première intifada qui a aussi favorisé les choses. Et même la seconde intifada, malgré les actions contre les civils israéliens, etc., ça n'a pas fait basculer vraiment le tournant. Alors, je termine en expliquant pourquoi il y a ce tournant. Aujourd'hui, on est dans une situation, à mon avis, plus difficile à cause du facteur de ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. C'est évident que la grille d'analyse internationale de voir le monde à travers cette guerre contre le terrorisme, et en fait guerre contre l'islamisme radical, et puis petit à petit contre l'islam, change la vision que vous avez du conflit. Vous pouvez voir le conflit comme un conflit entre un occupant et un occupé, et puis vous pouvez aussi commencer à le voir comme, mais regardez, il y a le Hamas, il y a les fondamentalistes musulmans, c'est finalement quelque chose qui s'inscrit dans cette guerre mondiale entre l'islam et l'Occident. Et ça, vous l'avez de plus en plus. Moi, j'ai été frappé, et j'imagine vous aussi, par le nombre d'articles qui nous ont expliqué qu'il fallait prendre exemple sur Israël, sur la manière de lutter contre le terrorisme. À quoi je réponds? Si on veut vivre avec le terrorisme toute la vie, il faut faire comme eux. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ils ont des bonnes techniques. Oui, mais c'est vrai en même temps. Je veux dire, ils ont développé des techniques. Mais ils n'ont jamais éradiqué le terrorisme. Parce qu'on n'éradique pas le terrorisme par des techniques de répression, mais par des solutions politiques au conflit. Et donc, je pense que cette vision de la guerre contre le terrorisme, cette vision islamophobe qui existe aujourd'hui, fait que les succès que le mouvement de solidarité avec la Palestine a obtenus sont d'une certaine manière érodés. Je ne dis pas qu'ils ont disparu, il y a encore un mouvement de solidarité et tout, mais ça rend les choses plus difficiles. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure du colonialisme de peuplement. C'est-à-dire, il y a en gros dans le monde 10 cas de colonialisme de peuplement. Il n'y en a pas beaucoup plus. Vous avez dans le colonialisme de peuplement deux types de solutions, si on peut dire. Un, c'est l'extermination. C'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on a exterminé plus ou moins totalement, même s'il en reste les populations autochtones. Il n'y a pas de retour en arrière, même si après le Canada peut donner des droits au peuple premier, l'Australie faire amende honorable, etc., mais ça ne change pas fondamentalement. Et puis vous avez les endroits où le colonialisme de peuplement est resté minoritaire. C'est l'Algérie, l'Afrique australe, les colonies portugaises, et à ce moment, dans le développement anticolonial qui s'est créé dans le monde, ces formes de colonialisme disparaissent.
Et puis vous avez un cas qui est une exception, qui est le cas Israël-Palestine. C'est que vous avez sur le territoire historique de la Palestine autant de juifs, israéliens juifs que de Palestiniens. Et ça pose deux types de problèmes. Ça pose un type de problème politique. C'est-à-dire dans tous les mouvements anticoloniaux, le nombre a toujours été un atout majeur. Là, les Palestiniens n'en disposent pas, ce qui explique aussi les difficultés. Mais en même temps, et c'est aussi important, c'est ce qui fait aussi que Israël, malgré ses victoires, n'est pas vainqueur, c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à éradiquer les Palestiniens. Non seulement ils n'ont pas réussi, mais le simple soumoud, ce que les Palestiniens appellent le soumoud de la résistance, le fait de rester sur place, etc., pose un problème insoluble pour Israël. C'est-à-dire que c'est un état d'apartheid, ce qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire un état dans lequel, sur le même territoire, vous avez deux populations qui dépendent de deux législations différentes. Il y avait, je lisais aujourd'hui, le petit-fils de Nelson Mandela est allé en Israël, il a dit c'est pire que chez nous. Et il dit chez nous, il n'y avait pas des routes réservées aux blancs, des routes réservées aux noirs. En Israël, en Israël-Palestine, vous avez des routes réservées aux colons, etc. Bon. Cette situation, si vous voulez, de blocage, elle est aussi favorable aux Palestiniens parce que Israël ne peut pas se sortir de ça, sauf une expulsion massive qui, bon, je ne dis pas qu'elle est inenvisageable, mais elle est quand même difficile à imaginer. Cette résistance des Palestiniens, elle mérite notre soutien parce que, comme j'ai dit, c'est un conflit qui dure depuis un siècle. C'est la dernière cause coloniale qui traverse le siècle et que c'est un anachronisme total. Et qu'il faut quand même rappeler qu'au cœur de ces tensions et à l'origine presque de ces tensions, il y a la non-solution de la question palestinienne. Merci. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la pression sur l'État d'Israël. Que fait le mouvement BDS? C'est-à-dire de dire l'occupation a un prix, et il faut payer le prix. Vous savez, les puissances coloniales ou les puissances n'abandonnent jamais volontairement les territoires conquis. C'est-à-dire la France, elle a quitté l'Algérie. En 61, militairement, la France avait gagné en Algérie. Le FLN était vraiment exsangue et tout. Mais il fallait 1 million de soldats français pour maintenir l'ordre et la population française n'était pas prête à l'accepter, mais pas par, à part une partie, mais pas par sympathie pour les Algériens, mais parce que personne n'avait envie d'aller se faire tuer dans les djebels, etc. Donc, bon. Donc, le problème qu'aujourd'hui, Israël a à la fois, elle peut maintenir l'occupation, avoir la reconnaissance internationale, développer ses relations bilatérales avec les différents pays du monde, et c'est pas que la France, je dirais aujourd'hui Israël développe ses relations avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, etc., etc. Même des pays qui disent qu'ils soutiennent les Palestiniens, mais dans la réalité, il n'y a pas de prix à payer. Et moi je pense que tant qu'il n'y aura pas un prix à payer pour l'occupation, on n'en viendra pas à bout. Le problème, c'est quand vous avez contre vous les États-Unis d'un côté et qu'il n'y a pas d'effort des autres pays de la communauté internationale pour essayer de faire avancer, ça n'avance pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, jamais le mouvement de solidarité n'a été aussi important. Parce que c'est ça qui peut faire bouger les choses. C'est pas les États-Unis ne bougeront pas facilement, mais dit à la gauche du Parti démocrate, à l'intérieur et à la gauche, et dans la mouvance de Sanders, il s'est constitué toute une série de pôles de résistance, de réflexion, etc. Et un des points communs, c'est BDS. Et ça m'a surpris, c'est-à-dire un des points communs, c'est la Palestine. Et réellement, moi, j'insiste sur le fait que la Palestine est, pour notre époque, la troisième grande cause internationale de solidarité depuis les années 50. C'est-à-dire qu'il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Afrique australe et aujourd'hui c'est la Palestine. Et la Palestine, c'est la seule cause sur laquelle vous avez à aller voir des gens qui manifestent en Amérique latine, en Afrique, et que ça peut être un atout important. Et si effectivement une partie de la gauche américaine se reconstitue là-dessus, et Sanders a pris vraiment de très bonnes positions sur la Palestine dans un contexte qui est très difficile, je pense que ça peut peser. Évidemment, le fait que les Palestiniens soient unis, c'est important. Je veux dire, la division affaiblit les Palestiniens face à l'occupation et
le vrai problème au-delà de ça, c'est que et le Fatah et le Hamas n'ont pas vraiment de stratégie. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, vous avez deux stratégies en Palestine dans les années 80, 2000, etc. Un, c'était une résistance populaire qui débouche sur une négociation politique, c'était la situation du Fatah, la stratégie du Fatah et de ses alliés, ça a échoué. Et l'autre qui était de dire la résistance militaire, et ça a aussi échoué. C'est-à-dire c'est incapable de changer les rapports de force. Donc, là, il se pose une vraie question de savoir comment on développe cette... comment on peut, dans ce contexte-là, développer une stratégie. Alors, c'est aussi lié à la manière dont on considère la question juive israélienne. C'est-à-dire quelle est l'approche de la question juive israélienne. C'est-à-dire, moi je pense, bon, c'est très arrogant de le dire parce que je suis ici, c'est tranquille, mais qu'une des erreurs importantes des Palestiniens, enfin de la direction palestinienne, c'est de ne pas avoir compris que la solution était en Israël et pas aux États-Unis. C'est-à-dire que comme en France, pendant la guerre d'Algérie, comme aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, c'est évidemment le plus important, c'est la résistance à l'intérieur. Mais là où ça bascule, c'est quand le pays conquérant, colonial, etc., se brise de l'intérieur. Et quand vous avez face à vous une population israélienne qui est soudée autour de son gouvernement, les pressions, même quand il y a une certaine volonté des États-Unis de faire pression, sous Obama, il y avait une certaine volonté d'aboutir à quelque chose, mais pas d'aller au-delà de... Mais aujourd'hui, le prix à payer pour un gouvernement, si on prend la politique américaine, le prix à payer pour une pression sur Israël est très élevé du point de vue intérieur. S'ils ne peuvent pas s'appuyer sur un vrai clivage à l'intérieur, ça ne donnera rien. Et au-delà de ça, le problème est de dire, si effectivement on pense qu'à terme la solution c'est un État démocratique, un peu sur le modèle sud-africain, il faut savoir qui mène ce combat. On ne peut pas mener ce combat uniquement avec les Palestiniens. Donc il faut avoir des alliés du côté israélien. Comment les avoir, etc., c'est aussi une question difficile. Il y a les anarchistes contre le mur, il y a aussi un mouvement des rabbins contre la colonisation. Les mouvements les plus actifs aujourd'hui en termes de défense des droits palestiniens, c'est les deux que j'ai cités, B'Tselem, qui travaille surtout sur la défense des droits humains, et Breaking the Silence, qui travaille à rendre publiques des déclarations de soldats israéliens qui ont servi dans les territoires occupés et qui rendent compte de ce que c'est la réalité quotidienne de l'occupation. Et ces groupes, d'ailleurs, c'est important de le rappeler, sont aujourd'hui sous une pression très forte du gouvernement Netanyahou, qui veut les couper de toute aide internationale, qui est la mouvance dite arabe, qui, vous savez, pour la première fois, les Palestiniens d'Israël ont présenté une liste unie. Ils ont tenu 13 députés sur 120, ce qui est quand même relativement important. Et c'est une alliance essentiellement arabe, mais dans laquelle il y a le Parti communiste israélien, qui pèse d'un certain poids dans les communautés juives, mais enfin, un poids limité quand même. Au moment où on assistait à la dissolution des mouvements de la gauche sioniste, type La Paix Maintenant, qui ont approuvé toutes les dernières guerres israéliennes, la dissolution du Parti travailliste qui est devenu un parti de droite de fait, etc. Il y a une multiplication d'initiatives locales, mais sans qu'on puisse dire qu'il y a un grand mouvement unifié qui regroupe tout le monde. C'est éclaté, mais c'est une nouvelle génération. Et moi, ça m'avait frappé quand j'ai rencontré les gens de Breaking the Silence, c'est qu'ils avaient tous la kippa. Ils n'étaient pas du tout contrairement à la gauche traditionnelle, type Paix Maintenant, qui étaient entre guillemets des laïcs, terme que j'aime pas, mais ils étaient des religieux qui, au nom de leur foi, pensaient que ce qu'Israël faisait était scandaleux. Un État, deux États, oui, de fait, on a une situation aujourd'hui qui est un État. C'est la réalité du terrain. Moi, je parlais des objectifs politiques et de la manière dont une direction politique palestinienne doit se situer par rapport à ça. Les deux États donnent un certain nombre d'atouts à la direction
à la direction palestinienne diplomatique. Et je dirais même, en ce qui concerne la France, que moi, mon discours à l'égard du gouvernement français, c'est de leur dire, vous êtes pour 2 États, qu'est-ce que vous faites pour l'appliquer? C'est-à-dire, qui viole la politique des 2 États? C'est la colonisation menée par Israël. Donc je dirais, tactiquement, c'est ce qui m'intéresse. C'est que la politique raciale de Hitler, elle est née dans le monde colonial. Elle est née de la politique allemande dans les colonies, et notamment du premier génocide du XXe siècle, qui était les Hottentots, qui était une population de ce qu'on appelait, de ce qu'est aujourd'hui la Namibie, qui a été exterminée. Et c'est là que c'est fait le schéma mental allemand, et c'est là que le nazisme a appuyé. Il faut dire plus généralement d'ailleurs que ce schéma nazi qui a pris des formes extrêmes, il était, je dirais pas banal, mais les politiques coloniales ont été des politiques en partie d'extermination, et ont été des politiques fondées sur l'infériorité des races. Ça n'a pas été inventé pour les Juifs, ça a été inventé d'abord pour les coloniser, et ensuite étendu aux